Javier Milei. Javier Milei vient de remporter des législatives en Argentine. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Pour ceux qui suivent avec assiduité ce stream, que ce soit sur YouTube, pensez à vous abonner, ou sur Twitch, vous l'avez peut-être vu, j'en ai parlé il y a pas très longtemps, de Javier Milei qui avait subi une défaite électorale, mais c'était pas aux législatives, c'était sur un truc un petit peu plus secondaire. Et moi je pensais que Javier Milei, président libertarien ou en tout cas ultra-libéral de l'Argentine, allait se prendre une branlée au midterms, aux législatives de mi-mandat. Et non, il a largement augmenté son socle à l'Assemblée argentine en faisant quasiment 40%, si je dis pas de bêtises, à ces législatives anticipées. Merci Pixel pour le sub offert à Echarpe. Merci beaucoup. Et ben non. Et ben non, au final, il n'a pas été si désavoué que ça par les Argentins. Et moi, j'avoue que j'ai le seum. J'ai le seum parce que les faits m'ont donné tort. J'étais en mode genre, Javier Milei est finito. Regardez les libertariens, ils sont finito. Personne les aime. Allez, ça dégage. Et au final, bah non, ça dégage pas tant que ça. Donc bon, il faut savoir être de bonne foi. Et quand on s'est trompé, il faut savoir le dire. Et bah force est de constater que je me suis un petit peu trompé sur Javier Milei. Je pensais qu'il était un peu finito. Je pensais qu'il serait désavoué dans les urnes. Mais au final, bah non. Ainsi soit-il. Moi, ça me fout le seum parce que vraiment, je déteste Javier Milei et son idéologie de toutes mes forces. Mais bon, en tout cas, voilà. On va lire cet article de Mediapart qui parle de ça. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Comment ça se fait qu'il ait augmenté autant que ça sa présence à l'Assemblée nationale? Regardez, ça, c'est son bloc. Donc là, il a 80 députés en 2023. Après qu'il ait été élu président, au moment où il a été élu président de la République d'Argentine, il y a eu des législatives. Et en fait, il n'avait que 37 députés. Et maintenant, il en a 80. Et il a déjoué même les sondages. Personne ne donnait aussi haut. Voilà. Il fait partie de l'international fasciste. Alors tout à fait, il est pote avec Trump. D'ailleurs, Trump a grave aidé Javier Milei avec des fonds américains pour sauver un peu l'Argentine, etc., etc. Donc voilà, il a aussi des relais en Europe, des gens qui l'aiment bien en Europe. Donc c'est vraiment cette espèce d'extrême droite ultra-libérale insupportable. Sachant qu'il est d'extrême droite pour des raisons qui ne sont pas uniquement liées au fait qu'il soit ultra-libéral, parce qu'il y avait plein de gens, d'observateurs en France qui étaient en mode Javier Milei, il est libertarien, donc pour vous c'est un facho quoi. Donc tout le monde est un facho, c'est quoi le rapport entre être ultra-libéral et être fasciste? Aucun, les gauchistes, vous déconnez, hein, vous dites n'importe quoi. Mais en fait, il est aussi d'extrême droite pour des raisons qui ne sont pas simplement économiques et pour des raisons qui sont liées à l'histoire de l'Argentine, et notamment révisionniste par rapport à l'histoire argentine. Il y a eu une dictature en Argentine dans les années 70, à peu près en même temps que Pinochet au Chili, mais c'était pas Pinochet. Et donc lui, il est en mode non, les crimes de la dictature argentine, c'est des fake news. En vérité, ils étaient basés, ces dictateurs en Argentine. Et c'est ça qui le place plutôt du côté de l'extrême droite en Argentine et sur d'autres sujets aussi où il est vraiment très très réactionnaire et conservateur, quoi. Donc en fait voilà, on peut le classer à l'extrême droite qui ne sont pas, et pas uniquement pour des raisons économiques. En tout cas, on peut aussi le classer à l'extrême droite parce que quand tu regardes ses alliés à l'international, que ça soit aux États-Unis avec Trump ou ailleurs, en vérité, oui, il fait partie de cette internationale fasciste, mais lui vraiment version ultra-libérale. Et il a aussi des fans en France qui ne sont pas officiellement classés à l'extrême droite, comme par exemple Guillaume Kasbarian, qui était notre ministre de la fonction publique il y a pas très très longtemps sous Gabriel Attal, où vous voyez que sa grosse moustache, qui a aussi fait la loi anti-squat il y a quelques années. Et qui maintenant est juste député macroniste. Mais en tout cas, c'est un macroniste et il est fan de Javier Milei. Probablement, et Pierre aussi, oui, tout à fait. Et Louis Sarkozy aussi est fan de Javier Milei, il avait même plus ou moins interviewé. Donc des gens qui, en France, sont censés faire partie de la droite républicaine, du centre-droit, pas de l'extrême droite, en tout cas, sont fans de Javier Milei, qui lui est officiellement classé dans son pays, enfin officiellement, en tout cas qu'on peut largement classer à l'extrême droite dans ses pays, pas uniquement pour des raisons économiques, mais voilà. Et donc on voit encore une fois cette convergence via le rejet des impôts, le rejet de l'État, l'ultralibéralisme, cette convergence qui se fait très très vite entre des libéraux censés être de la droite républicaine et l'extrême droite. Voilà, voilà. Et en France, on a des figures comme Sarah Knafo ou Éric Zemmour qui représentent parfaitement cette convergence sur fond de rejet de l'impôt et d'idéologie réactionnaire finalement, quoi. Bon, en tout cas, on va lire cet article et voir un petit peu, essayer de comprendre ce qui s'est passé en Argentine, parce que juste dire « Oh bah là là, oh là, il a gagné !» sans analyser les raisons qui l'ont mené à cette victoire électorale, cette bonne surprise électorale pour Javier Milei, ça sert un peu à rien. Et donc on va lire cet article de Louise-André Williams, que je connais pas, qui est une journaliste pour Mediapart, et pouvoir parler de tout ça, quoi. Voilà. Oui, c'est le mec en cosplay Big Fernand, Guillaume Kasbarian, tout à fait. Je vous montre. Guillaume Kasbarian. C'est lui. Image. Ah! Voilà. Très belle photo. C'est lui. Bah lui, il est fan de Javier Milei, vraiment. Il est vraiment fan de Javier Milei. Pour de vrai. Vous avez déjà parlé du PS? Non, ça arrivera après. On parlera du PS juste après ça. On commence par l'Argentine. Après, on parle de la guerre LFI-PS. Mais d'abord, on va parler de ça. Franchement, c'est Peaky Blinders ou quoi? Oui, il est plus ou moins fan de Musk aussi. En gros, quand Elon Musk était arrivé au gouvernement américain, qu'il avait son Doge, son
Department of Government Efficiency, donc un truc où il fallait juste raboter totalement tous les services publics et faire baisser massivement la dépense publique aux États-Unis. Guillaume Casbarian était en mode genre ouais, il faut faire pareil en France. Et Javier Milei, c'est un peu ce qu'il fait, c'est complètement ce qu'il fait même en Argentine, quoi. Donc c'est des gens qui veulent tout privatiser, qui veulent réduire l'État à ses fonctions régaliennes le plus possible, voilà quoi. Essayer de tout privatiser pour réduire la dépense publique. Il voit les choses intégralement à travers ce prisme-là, surtout dans un pays de tradition social-démocrate, n'est-ce pas, comme la France. Du coup, ils ont ce discours-là peut porter aussi. Donc bref. C'est lui, Guillaume Casbarian. Et lui, c'est un soutien. Il a félicité Javier Milei de sa victoire, etc., etc. Alors que c'est un macroniste, c'est pas un facho, officiellement. Vous voyez ce que je veux dire? Le ridicule est réel. Et oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Donc voilà. Allez, bref, on va parler de ça. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Comment ça se fait qu'il a déjoué les sondages, Javier Milei, et qu'il a réussi à améliorer son nombre de députés à l'Assemblée. Donc, Argentine. Pourquoi Javier Milei a remporté une victoire inattendue aux législatives? Le parti présidentiel La Liberté Avance a progressé de manière spectaculaire et infligé un sérieux revers à l'opposition péroniste dans son bastion de Buenos Aires. Passage en revue des facteurs qui ont permis ce succès pour le leader d'extrême droite. Donc voilà, Mediapart, ils n'hésitent pas à dire le leader d'extrême droite, parce que comme je vous le rappelais, il est classé à l'extrême droite, pas par tout le monde, mais par beaucoup d'observateurs politiques. Quand on regarde les critères argentin, il est classé à l'extrême droite, c'est pas uniquement un président libertarien. Quand on voit comment il parle de l'histoire de l'Argentine, de la dictature argentine des années 70, et quand on voit un petit peu sur tout ce qui n'est pas économique, les différentes positions qu'il a, on peut clairement le classer à l'extrême droite, quoi. Ouais, Mediapart, quel courage! C'est ironique, FK Debas, de dire ça? Je comprends pas. Avec Mediapart, maintenant, je ne sais plus sur quel pied danser, hein. Je sais pas si vous êtes fait des blagues ou machin bidule. C'est pas forcément quel courage, mais voilà. Enfin, eux, ils disent leader d'extrême droite, en tout cas. Voilà. Bref. Buenos Aires, en Argentine. Bah quoi? Moi, je pense qu'il est bien cet article, hein. Alors après, vous pouvez vanner Mediapart toute la journée parce que c'est un peu le lore sur Internet. Et que vous faites matrixer par des marchands de copium. C'est pas de qui je parle quand je parle de ça. Mais ceux qui savent, savent. En attendant, cet article, il est bien, hein. Moi, j'ai cherché un peu des supports pour parler de la réélection de Javier Milei en Argentine. J'ai trouvé cet article principalement. Voilà, voilà. Je suis enrhumé, ça me saoule. Non, ça va. Bref, alors, coup de théâtre en Argentine. 24 heures plus tôt, Javier Milei semblait en grande difficulté politique. Mais dimanche 26 octobre, il triomphe. Son parti a démenti tous les sondages d'opinion en arrachant une victoire nette aux élections législatives de mi-mandat. Au cours de ce scrutin proportionnel, les Argentins et les Argentines étaient appelés à renouveler la moitié des députés et un tiers des sénateurs et sénatrices. Le taux de participation, 68%, est toutefois le plus faible depuis le retour du pays à la démocratie en 1893. Ok, ah non, donc la participation est quand même assez faible. Mais il me semblait que la participation était quand même en hausse par rapport à un autre truc. Balle pour Klemovic? Non, c'était pas une balle pour Klemovic. Ça critique Mediapart chez la pas du team ou c'est une balle pour la pas du team en réalité? Non, c'est juste qu'ils ont sorti une vidéo il y a pas longtemps où ils réagissent à l'interview d'Olivier Faure dans Mediapart qu'on a lu aussi ici, et l'interview est très bien. Justement, Mediapart pose des questions qui sont de meilleure qualité largement que la plupart des interviews qu'on a du PS dans les médias dominants. Ils lui mettent un peu le nez dans leur caca. Enfin, l'interview était très bien, hein. Et moi d'ailleurs, je l'ai commenté en disant la disaster class d'Olivier Faure dans Mediapart, etc., etc. C'était très bien, quoi. Et du coup, la miniature qu'ils ont fait et l'angle qu'ils ont fait, l'appât du team pour lire le même article que moi, c'est dire Olivier Faure veut faire élire le PS à la présidentielle, etc., etc. J'étais en mode genre, ok, mais quand ils lisent l'article, c'est pas du tout le sens de l'article, quoi. Donc c'est pour faire du clickbait finalement. Ils font du clickbait par rapport à ça. Et quand tu regardes l'article, voilà quoi. Surtout qu'en vrai, dans l'article, là ils font des interviews de tous les leaders de la gauche française. Là ils ont fait Fort, après ils ont fait Tondelier, ils vont faire le PCF aussi. Ils ont fait Elsa Faucillon aussi, je me souviens plus. Et ils vont faire aussi la France Insoumise, quoi. Voilà. Donc la vérité c'est très simple, hein. Moi je vous le dis, la vérité elle est très simple. Ça fait cliquer sur les miniatures YouTube. C'est juste ça. Mais tu les aimes pas? Si, moi j'aime bien la pas du team. Moi j'aime bien la pas du team. Moi je les aime bien, mais c'est du pur clickbait. Moi j'ai regardé quelles sont les vidéos qui marchent le mieux sur ma chaîne de VOD là, que j'ai lancé il y a pas longtemps. Le top 6 des vidéos, c'est sucer les filles, chier sur le PS. Dès que tu fais ça, t'as plus 50%, plus 100% de vues sur YouTube. Et donc c'est aussi pour ça, c'est aussi pour ça. Donc moi ça me fatigue un peu, hein. T'as vu leur truc sur Klemovic? Non, j'ai pas vu. Voilà. Le clickbait c'est pas un problème si le contenu derrière est quali. Oui, je sais bien. Mais après bon, voilà, non, c'est le clickbait, il y a clickbait et clickbait, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Si le clickbait arrondit un peu la réalité pour faire du clickbait, moi je trouve ça un peu naze, quoi. Voilà, si c'est du pur clickbait en mode genre un peu sensationnaliste, c'est un petit peu différent, quoi. Voilà. Bon, bref.
Ça pour dire que peu importe. Ça pour dire que l'article va probablement être bien. Ou normalement, si vous voulez avoir des infos, vous allez chercher là où ils sont. Quoi. Je t'enverrai le timecode qui va t'énerver. Oui, mais avec plaisir. Bref. Et Petit Team, ça se répète un peu, beaucoup, mais normal dans un format capsule. Bah, là, après, moi, j'aime bien la pas du team. Il y a aucun souci, quoi. C'est juste que parfois, le clickbait, ça me fatigue. Voilà. Et surtout que moi, je trouve que les ficelles sont grossières, quoi. Parfois, les ficelles sont grossières. Bref, allez, on reprend. Il est un peu plus de 21h sur l'avenue Cordoba, dans le centre de Buenos Aires. Les klaxons se mêlent aux cris de joie des partisans et partisanes du parti La Liberté Avance. Donc, c'est le parti de Javier Milei. C'est dingue! C'est du délire! Exulte Mario, livreur à vélo d'une 50aine d'années. Entre deux courses, il a tenu à faire un crochet par le quartier général du parti pour vivre, je cite, ce moment historique, presque aussi important que l'élection présidentielle, assure-t-il. La Liberté Avance, elle est là, jusqu'ici très minoritaire au Parlement, a recueilli 41% des suffrages et s'impose comme le premier parti en voix à l'échelle nationale. 9 points devant l'opposition des péronistes. Donc les péronistes, c'est ceux qui étaient au pouvoir avant Javier Milei. En gros, c'est la gauche argentine, quoi. Voilà. Le gouvernement étend ainsi considérablement sa présence au Parlement, passant de 37 à 80 députés au Congrès et de 6 à 18 sièges au Sénat. Donc le Congrès, c'est la chambre basse, c'est l'équivalent de l'Assemblée nationale, et le Sénat, c'est la chambre haute, c'est l'équivalent du Sénat. Voilà, normal. Elle est là, donc c'est le parti de Javier Milei, maintenant on va dire elle est là, est arrivé en tête dans 16 des 24 provinces et, exploit notable, c'est pas vraiment la gauche, le péronisme. Ouais, c'est le centre-gauche argentin, quoi. En tout cas, voilà, c'est l'opposition... C'est pas le centre-gauche. Alors, c'est pas la gauche au sens noble du terme. C'est pas la belle, vraie gauche qu'on aime. C'est un peu le centre-gauche argentin au pouvoir, quoi. C'est un peu le PS local, quoi. Voilà. Après, je dis ça selon le paysage argentin, quoi. Après, je connais pas hyper bien. Sosdem, oui, c'est des Sosdem. Quand je dis la gauche, c'est pas des glorieux marxistes-léninistes. Non? Attendez, parce qu'il y a les péronistes et d'autres. Ah, je me souviens plus. Attendez, je regarde. Parce que je confonds peut-être les péronistes avec un autre truc. Il y a les péronistes et un autre truc argentin, là. Peut-être je confonds avec un autre truc. Ah non, je confonds peut-être avec les kirchneristes. C'est les kirchneristes ou c'est plus eux, c'est la gauche argentine? Ouais, c'était kirchneristes. Milei, c'est l'extrême droite, oui. Ok, je confondais avec les kirchneristes. Les kirchneristes, c'est plus la gauche argentine. Ah, c'est pour ça. Autant pour moi, vous faites bien de me corriger. Le kirchnerisme est un voulant politique argentin de centre-gauche majoritairement orienté vers le péronisme. Ah. Les Chuck Norris, non, c'est pas ça. Ouais, les kirchneristes sont péronistes, mais c'est d'autres types de péronistes. Et eux, ils sont considérés comme étant de centre-gauche. Ah, c'est à eux que je pensais, quoi. D'accord. Donc en gros, péroniste, c'est plus large que ça. C'est difficile de juste dire gauche-droite pour parler des péronistes. Mais les kirchneristes, ça serait plus des péronistes qui, eux, sont de centre-gauche et étaient au pouvoir à un moment donné, avant Javier Milei. En gros, Kirchner, c'est les Sosdem péronistes. Voilà, ok. C'est à ça que je pensais, c'est pour ça. J'ai un peu tout mélangé, j'ai un peu tout whippin. Il y a du récup du péronisme à droite et à gauche. Ok. Donc je pensais au kirchnerisme, mais le kirchnerisme, c'est bien ceux qui étaient au pouvoir avant l'arrivée de Javier Milei. Et eux, c'est un peu des Sosdem, un espèce de centre-gauche péroniste. C'est bien ça? Ceux qui connaissent mieux le sujet que moi. C'est bien ça? Là-dessus, j'ai pas dit de bêtises? C'est bon? C'est validé? En vrai, le péronisme, c'est chelou. En gros, ça se base sur leur De Gaulle local, qui était Vitef de gauche pour le social, un peu comme Atatürk en Turquie. Ça donne un parti un peu attrape-tout, et Kirchner, c'était la dirigeante du parti. Ok, d'accord. Donc oui, c'est un peu un truc presque un peu pas transpartisan, mais parfois un peu transclivage, le péronisme, parce que ça se réfère à une grande figure un peu dont tout le monde se réclame. Et donc du coup, les Kirchneristes, ça serait la version un peu Sosdem, centre-gauche des péronistes, qui est au pouvoir avant Javier Milei. Ok. D'accord. Merci le chat pour ces précisions, ce qui permet de mieux comprendre le truc. Ok. Donc tout ça pour dire que, exploit notable, le parti de Javier Milei est en avance d'un demi-point dans la province de Buenos Aires, bastion péroniste, réunissant 38% des électeurs et électrices du pays. Ok. Donc en tout cas, les péronistes, quoi qu'il en soit, Javier Milei, lui, il est anti-péroniste et c'est justement un peu sa position anti-système où il est en mode tous les péronistes, ça dégage, à bas l'État, élisez-moi président, et puis on va faire des grandes choses, quoi. Ok, ça marche. Selon les derniers résultats disponibles, le principal parti péroniste, Fuerza Patria, a conservé ses sièges à la Chambre des députés, mais a perdu 6 représentants et représentantes au Sénat. Une douche froide pour le kirchnerisme, le courant majoritaire du péronisme, incarné par Christina Kirchner, ancienne vice-présidente du pays, et Axel Kicillof, gouverneur de la province de Buenos Aires. Ok.
Pour l'exécutif, qui traverse ces derniers mois une zone de turbulence, c'est au contraire une bouffée d'oxygène. La consommation est en chute libre et l'économie au bord de la récession. De nombreux Argentins et Argentines ne perçoivent pas le miracle revendiqué par le président d'extrême droite. D'accord. Donc bon, les kirchneristes, qui eux sont effectivement classés au centre-gauche, sont bel et bien le courant majoritaire du péronisme à l'heure actuelle. Donc vous m'avez corrigé, mais quand je disais le péronisme actuel, tel que représenté actuellement, correspond au centre-gauche, c'était pas totalement faux non plus. Mais merci de m'avoir corrigé. On apprend ensemble, c'est bien. Le sauvetage par les États-Unis, à quelques jours du scrutin, a permis d'éviter un chaos financier. Mais Donald Trump avait conditionné la continuité de l'aide américaine, qui pourrait grimper jusqu'à 40 milliards de dollars. 40 milliards de dollars, ça fait quand même beaucoup, hein, à une victoire du président libertarien. Il fait un travail formidable. Notre confiance en lui a été justifiée par le peuple argentin. C'est d'ailleurs réjoui Donald Trump sur le réseau social Truth Social, quelques heures après les résultats. Alors que la corruption figure en tête des préoccupations des Argentins et des Argentines, plusieurs cadres du parti, notamment la sœur du président Karina Milei, ont été récemment éclaboussés par des scandales. À ce titre, la victoire dans la province de Buenos Aires est particulièrement surprenante. Parce que oui, moi c'est ça que j'avais entendu dire. Il y avait eu des élections locales juste avant les législatives où les milléistes s'étaient pris une déculottée. Et en plus, il y avait ces histoires de scandales de corruption dans lesquels était impliquée la sœur de Karina Milei, qui est la sœur et qui est une des conseillères et cadres principales du parti de Javier Milei, quoi. Voilà. C'est pas juste ça, une random sœur. Genre, elle a un rôle en politique. C'est un peu la bras droit finalement de Javier Milei. Donc, pour moi, voilà, il y avait cette déculottée à l'échelle électorale dans une élection locale, plus tous ces scandales de corruption qui faisaient que moi, dans mon esprit de gauchiste français qui suit ça un peu de loin, c'était emballé, c'est pesé. Pour moi, il était finito, Javier Milei. Et non. Ok. Bon, mais moi, j'aimerais les raisons à tout ça. Faiblesse des alternatives. Bon, on va y arriver après. Donc, non seulement la liberté avance, on parle toujours du parti de Javier Milei, avait essuyé une défaite cinglante lors d'élections locales le 7 septembre, mais quelques semaines plus tard, José Luis Espert, tête de liste du parti présidentiel dans cette province clé, a dû démissionner parce qu'il était accusé de lien avec le narcotrafic. Dans une province où l'avancée du trafic de drogue préoccupe de plus en plus, on aurait pu imaginer que cette élection était gagnée d'avance pour l'opposition péroniste, qui plus est dans son fief historique. Le triomphe surprise de LLA peut être interprété comme un plébiscite du gouvernement Milei, mais il peut aussi être compris comme l'expression d'un anti-kirchnerisme. Cette branche du péronisme, qui a gouverné le pays de 2003 à 2023, à l'exception du mandat de Mauricio Macri entre 2015 et 2019, suscite un fort rejet dans une partie de l'opposition. Ok, d'accord. Donc ça serait, en gros, même si Javier Milei est un peu désavoué par une partie des Argentins, l'anti-kirchnerisme est tellement puissant pour la simple et bonne raison qu'ils étaient au pouvoir pendant 20 ans, pendant les 20 ans qu'ont précédé Javier Milei, que au final l'anti-kirchnerisme continue à fonctionner à plein régime, et c'est pour ça que Javier Milei non seulement conserve son pouvoir, mais en plus avance à la nouvelle Chambre des députés argentine, puisqu'il a maintenant 80 députés, là où en 2023 il en avait que 37. D'accord. Alors plus jamais PS local, bah peut-être un peu, hein. Ça a l'air d'être ça, hein. Parce que ce gouvernement de centre-gauche qui a gouverné pendant 20 ans et qui au final n'a absolument pas réglé les problèmes des Argentins, et au final sur ce rejet du système, un homme d'extrême droite arrive comme une figure providentielle, et sur ce ras-le-bol, arrive à faire son beurre. Ça a l'air d'être un peu en mode rejet du PS, enfin du PS, de l'UMPS, même on pourrait dire en France. En France, c'est un peu différent, parce que ça s'alternait entre centre-droit, entre guillemets, et centre-gauche, entre guillemets, quoi. Entre l'UMP et le PS qui se renvoyaient la balle tour à tour. Et sur fond de ce rejet-là, bah voilà, l'extrême droite survit et avance, surtout. Donc ouais, c'est un peu leur plus jamais PS local, quoi. Effectivement. Après, bon, si le rejet du PS amène à voter à l'extrême droite, ça craint, quoi qu'il en soit. Vraiment un barrage à l'extrême droite, ce genre de centre-gauche. Vraiment. Ouais, bah ouais. Et oui. Alors après, comparaison n'est pas raison. Je ne sais pas si on peut totalement comparer ça à 100% à la situation française. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il y a une crise économique, une situation économique en Argentine qui est sans commune mesure avec ce qui se passe en France. Le rapport avec les États-Unis est très différent de nous, Français, où on n'est pas un petit peu totalement dépendant à un pays qui est impérialiste dans une situation d'asymétrie comme ça. Donc voilà. Faut faire attention avec ces comparaisons-là, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que voilà, quand les centristes sont 20 ans au pouvoir, derrière, l'extrême droite s'en donne à cœur joie en se basant sur le rejet de ces centristes qui n'ont rien fait du tout, que ce soit centre-gauche ou centre-droit d'ailleurs. Ou même, on pourrait appeler ça l'extrême centre. Vous voyez ce que je veux dire ?
Voilà. Ça, cette comparaison, on peut la faire. Après, attention à ne pas calquer à 100% ce qui se passe en Argentine avec nous, ce qui se passe en France. C'est quand même des pays historiquement et économiquement qui sont très différents. Mais voilà, on peut tirer des leçons, on peut tirer des analogies, mais faut pas non plus essayer de les calquer à 100% ce qui se passe dans un pays et ce qui se passe dans l'autre. Voilà. Essayons d'être quand même fins dans nos analyses. Voilà, voilà. Donc, c'est en effet ce qu'ont exprimé auprès de Mediapart plusieurs électeurs et électrices dimanche après-midi devant un bureau de vote de la Matanza dans la province de Buenos Aires. Donc on parle de ce rejet des péronistes, cet anti-kirchnerisme. Je n'aime pas le style de Milei, mais j'accompagne le gouvernement, car ce que je veux à tout prix éviter, c'est le retour des K, le clan Kirchner. Nous ne pouvons pas revenir au K, nous ne pouvons pas, répète Catalina Rivas, 28 ans, comme un mantra. Donc c'est vraiment en mode, genre, je préfère encore avoir cette espèce de facho ultra-libéral que revenir au clan des Kirchneristes qui ont gouverné pendant 20 ans ce pays. Ok. Pour ne rien arranger, la campagne péroniste a été marquée de son côté par une forme d'attentisme et un vide sur le fond. Intéressant ça. Comme si elle comptait uniquement sur l'autosabotage de LLA. Son seul mot d'ordre, il faut freiner Milei. Pas de quoi attirer l'électorat de centre-droit ou de droite modérée qui a rétréci et largement basculé vers le camp présidentiel. Donc ça pareil, hein, ça me fait penser à ce qui se passe aux États-Unis. Quand on voit que Kamala Harris, son seul axe de campagne face à Trump, c'était il faut freiner Trump, tout sauf Trump, et ben au final ça donne pas envie de voter pour elle parce qu'il y a une absence de fond, une absence de projet ou même de contre-projet. On pourrait même voir ça comme il faut un contre-projet par rapport au projet fasciste, par rapport au projet d'extrême droite. Quand il n'y a même pas de contre-projet, il n'y a même pas de projet, mais il n'y a même pas de contre-projet non plus, quoi. Le seul contre-projet, c'est voter pour moi plutôt que voter sur l'autre. Ça ne marche pas. Ça n'a pas marché aux États-Unis, ça ne marche pas en Argentine. Ça pourra pas marcher en France non plus. Ça, c'est sûr que si on veut lutter contre l'extrême droite, on veut lutter contre les ultralibéraux, on veut lutter contre tout ce beau monde qui en plus est en train de converger, normalement, il faut une vraie alternative. Il faut pas juste dire votez pour moi plutôt que pour les autres. Ça ne marchera pas. Et oui, une autre Marine est possible, tout à fait. Ce slogan là qu'a sorti Marine Tondelier parce qu'elle se présente à la présidentielle, à la primaire en vue d'une candidature à la présidentielle, bah, c'est exactement l'écueil dans lequel elle tombe. C'est exactement pourquoi c'est tout gaze, quoi. Il faut un projet, il faut un cap clair finalement. Voilà, voilà. Bref. Ça marchait depuis 2002, mon premier vote. Bah, ça marche en cas de second tour, barrage républicain, etc., etc. Mais sur le long terme, ça ne marche pas. Et en tout cas, ça marche pas pour grossir sa base. Et sur le long terme, ça ne fonctionne pas. Après, ce truc du barrage républicain en France qui est assez ancré et qui tient encore un petit peu. Oui, mais tu peux pas axer toute une campagne là-dessus malgré tout. Même si tu te dis, même si tu es pour que le barrage républicain tienne en cas de second tour. Je veux dire, ça n'enlève rien au fait qu'il faut un projet derrière et une contre-proposition à la proposition d'extrême droite. Sans ça, ça mène nulle part. On le voit bien aux États-Unis et on le voit bien aussi en Argentine, du coup. Ok. Donc, faut-il voir dans le taux de participation 68%. Excusez-moi. Non, excusez-moi, j'ai vraiment roté en parlant, je suis désolé. Faut-il voir dans le taux de participation 68%, dans un pays où le vote est obligatoire, une désillusion généralisée de l'électorat qui viendrait atténuer la portée de cette victoire du camp milléiste? La politiste Lara Goibourou nuance. Le vote est obligatoire sur le papier, mais la sanction pour ceux qui s'abstiennent n'est pratiquement pas effective. Si on compare la participation à celle des pays où le vote est volontaire, elle n'est donc pas si faible. Elle souligne, en revanche, une hausse de la participation dans la province de Buenos Aires par rapport à l'élection locale du 7 septembre. Donc l'élection locale du 7 septembre, là, c'était justement l'élection où les milléistes, le parti de Javier Milei s'était pris une déculottée, quoi. Il avait été un peu désavoué. Et il avait même dû un petit peu changer de politique en rehaussant la dépense publique. Voilà. Et donc, du coup, dans cette province de Buenos Aires, la participation était en hausse par rapport à l'élection locale. Donc, ça veut dire que participation en hausse, le péronisme là où le péronisme l'avait emporté haut la main, quand la participation est en hausse, au final, c'est l'extrême droite qui prend ses dividendes de ça. Donc c'est-à-dire que les abstentionnistes, quand ils sortent du bois, c'est pas forcément pour voter à gauche. Ouais, je sais pas. Bizarre. J'ai pas envie de tirer de leçons hâtives de ça par rapport à la situation française. Mais ok, en tout cas. Tous ceux qui avaient opté pour une alternative au péronisme pendant les élections provinciales de septembre se sont tournés vers la liberté avance pour les législatives nationales, observe-t-elle. Ok. Selon la chercheuse, l'ampleur du soutien au parti libertarien reflète surtout l'absence sidérale d'alternatives politiques qui ne concernerait pas que le péronisme, mais toute l'opposition. Plutôt que la certitude du passé, les Argentins préfèrent choisir l'incertitude de l'avenir. Ok, donc ça serait comme s'il y avait un seul parti un peu perçu comme étant anti-système, ce parti de Javier Milei libertarien, et donc du coup, il n'y a pas d'autre analyse, d'autres alternatives de gauche radicale, peut-être de gauche de rupture, par rapport au péronisme et au centre-gauche, et donc du coup, tous ceux qui sont dans le rejet de ceux qui les ont gouvernés pendant 20 ans, de fait, se tournent vers Javier Milei. Ok.
Je vois. Très bien. D'où l'intérêt d'avoir une gauche institutionnelle forte et avec un vrai projet politique de rupture, quoi. Typiquement. Voilà. S'ils avaient un LFI local, peut-être que voilà, Milei, il aurait récupéré quelques votes quand même un peu anti-système, mais que sinon cette espèce de LFI local aurait pu au moins aller siphonner les voix de Javier Milei pour le fragiliser, à minima. Vous voyez ce que je veux dire? Merci Neil Cassidy pour ton 12e mois d'abonnement. Merci beaucoup. L'Argentine a toujours été l'arrière-garde de la lutte des classes par rapport aux voisins. Bah, je sais que oui, l'Argentine a une position assez particulière aussi par rapport, en Amérique du Sud où c'est compliqué. Hein. Ça a l'air compliqué. Hein. Ça a l'air très compliqué. Bref. Ok. Plutôt que la certitude du passé, les Argentins préfèrent choisir l'incertitude de l'avenir en votant Javier Milei. Intéressant cette phrase, elle est bien. Ok. Elle en veut pour preuve le score décevant des listes de provinces unies. Ces candidatures, impulsées par une alliance de gouverneurs provinciaux, voulaient offrir une 3e voie à l'électorat. Mais la plupart étaient des vieilles figures de la politique argentine. Ces listes n'ont remporté que 8 sièges au Congrès et aucun au Sénat. Ok. Une chose est sûre, une nouvelle étape s'ouvre pour Javier Milei, avec le soutien du PRO de Mauricio Macri, donc l'ancien président de droite, et de l'Union civique radicale, UCR, de centre droit, il pourrait contrôler plus d'un tiers du Congrès, ce qui lui permettrait d'assurer son droit de veto présidentiel. En effet, la loi argentine permet l'annulation d'un veto si une proportion des 2 tiers des chambres au Parlement s'y oppose. Ok. Mais depuis l'arrivée au pouvoir de Javier Milei, ces alliances parlementaires, notamment avec la droite du PRO, ont été mouvantes et contextuelles. La première année de son mandat, le président d'extrême droite a tissé des alliances ponctuelles avec l'opposition pour faire passer ses réformes. Sa 2e année au pouvoir a été marquée par un affrontement perpétuel au Congrès, y compris avec de potentiels alliés, et un usage abusif de son veto. Pour mener à bien ces réformes, en particulier sur la fiscalité et le travail, le président devra formaliser des alliances avec une partie de l'opposition. Mais s'y résoudra-t-il ? Après l'annonce de la victoire, Javier Milei a semblé faire un pas dans cette direction, appelant, je cite, des dizaines de députés et sénateurs non kirchneristes à trouver des accords sur des réformes. D'accord, parce que oui, quand on regarde effectivement... Donc Force de la Patrie, centre-gauche péroniste, ils sont très loin de la moitié, mais voilà, Javier Milei, même en avançant comme ça, vous voyez, il est loin d'avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale, donc voilà. C'était lesquels avec qui il va faire peut-être des alliances? Cela et cela, quoi. 80 plus 24, ça fait 104. Ouais. Il l'a pas. Il n'a pas sa majorité absolue, quoi. Donc, je sais pas trop comment ça va se faire. Je connais pas assez bien la politique argentine pour bien me rendre compte. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ce rejet anti-système du péronisme en Argentine fait que Javier Milei a pas fini de gouverner, finalement, quoi. Et quand il n'y a pas d'autres propositions dites anti-système à part Milei, et bah ça fonctionne. Ça fonctionne en Argentine en tout cas. Même s'il a été désavoué dans sa politique par beaucoup, quoi. Mais moins désavoué que ceux qui l'ont précédé, quoi. Donc ils sont en mode, bah, on va essayer de tenter de boire cette calice ultra-libérale jusqu'à la lie et voir un peu si ça améliore la situation en Argentine. C'est un petit peu ça qui se passe, quoi. C'est un petit peu ça qui se passe. En tout cas, dans cet article, il ne parle pas de cette espèce d'ingérence américaine avec Trump qui promet 40 milliards. Par contre, si Milei n'est pas réélu, etc., etc. Ils n'en parlent pas du tout dans l'article. Moi, je pense que c'est peut-être pas si important par rapport au rejet du péronisme. Ce qu'on peut voir là-dedans, c'est le rejet du péronisme et surtout l'absence de contre-proposition de gauche, de vraie gauche, de gauche de rupture par rapport aux politiques menées depuis 25 ans dans ce pays, quoi. Donc je sais pas comment ça va évoluer. Je sais pas si au final, à un moment donné, à force que Javier Milei casse totalement l'économie argentine et les services publics argentins, si ça va pas finir par se retourner contre lui. Mais après, si les péronistes et les kirchneristes ont été totalement rejetés par l'Argentine, si Javier Milei finit par être aussi rejeté par l'Argentine, par les Argentins, qu'est-ce qui va rester à la fin? Il faut bien une contre-proposition, il faut bien une formation politique. Une fois que le rejet aussi de Milei sera fait, peut-être qu'il va finir par être rejeté, hein, parce que je veux dire, il n'est pas si populaire que ça dans son pays. Il y a énormément de gens qui sont en mode le miracle économique argentine ne fonctionne pas, ne marche pas. Je veux dire, il n'est pas si apprécié que ça, il n'est pas si populaire que ça. C'est juste qu'à un moment donné, si même lui finit par être rejeté par la population argentine, par les électeurs argentins, par les citoyens argentins, vers qui ils vont se tourner? Il faut bien une formation politique vers laquelle se tourner. Il faut bien une formation politique qui propose une politique de gauche ambitieuse, typiquement. Sinon, ouais, il va y avoir un dictateur militaire. Trump va envoyer la CIA et ça sera tout, quoi. Je sais pas. D'où quand même cette nécessité, y compris dans la sphère institutionnelle, d'avoir des gros gauchistes, quoi. Après, il y a un truc, hein. Il y a un truc qui s'appelle Front de gauche et des travailleurs. C'est juste qu'ils ont 5 députés, quoi.
Donc je sais pas. Ça se trouve, elle existe un petit peu cette alternative de gauche radicale, lutte des classes et tout. Front de gauche et des travailleurs, ça a l'air d'être plutôt basé. Bon, Union civique radicale, je sais pas trop ce que c'est. Non, centre droit et des dissidents. Donc non. Il y a un truc qui existe qui s'appelle même Front de gauche. Mélenchon, quand il a commencé en France, il s'est présenté à la présidentielle, ça s'appelait le Front de gauche, quoi. Donc en vrai, peut-être qu'elle existe déjà, je sais pas trop. C'est cette gauche radicale, mais c'est juste qu'elle est. Tout le monde s'en bat les couilles. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Lula fait une bonne politique en ce moment. Ouais, mais c'est au Brésil, là, c'est pas en Argentine. Donc je sais pas dans quelle mesure cette gauche radicale existe déjà en Argentine, pourquoi elle n'est pas plus populaire, je sais pas trop. Je sais pas trop. Pourquoi montrer le groupe de milliers au centre Je sais pas trop. Parce que le centre gauche péroniste est tout à gauche. C'est là d'être inversé par rapport à... Je sais pas. Il doit y avoir des raisons historiques qui font que c'est montré tout à gauche ici et Milei est montré juste là. Je sais pas trop. Je sais pas exactement pourquoi. Voilà. Alors après, c'est qu'il y a des spécificités en Argentine qui n'ont rien à voir avec la France, typiquement, je pense. Bref. Merci Miri Mistake pour ton 2e mois d'abonnement. Je sais pas ce que j'ai, je suis enroué aujourd'hui, ça s'entend un peu. Ah, c'est par nombre de députés. Ok, c'est par nombre de députés, tout simplement. Ah oui, j'avais même pas fait gaffe. Ok, donc plus t'as de députés, plus t'es à gauche. Ok, d'accord, c'est classé comme ça. Ça marche. Ça marche. Ouais, bon, bah, en conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Alors, Argentine finito, hein. Ça a l'air très compliqué la situation en Argentine. Ça a l'air très très compliqué. Ok, chez nous, traditionnellement, on fait pas comme ça, mais bon. Alors là, après, je sais pas pourquoi ils l'ont fait comme ça, mais bon, peu importe quoi. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Bon, bah, Javier Milei, absolument détestable, mais il continue à gouverner. Je sais pas ce qui va se passer en Argentine. Moi, j'arrête d'espérer quoi que ce soit pour ce pays de zinzin. Tout ce qui se passe en Amérique, c'est l'enfer. Hein. Trump, il va rester, il va faire un 3e mandat. Javier Milei va devenir dictateur. Continent finito, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? De toute façon, moi, je suis un peu en mode dooming en ce moment. Hein. Ça dépend des jours. Mais moi, je suis en mode, y a rien de bon à attendre des élections ou de quoi que ce soit. À la fin, c'est toujours des libertariens et des immenses fascistes qui vont gagner. Moi, j'y crois plus. Personnellement, j'y crois plus. Voilà. Mais ça dépend. Ça dépend des jours. J'y crois plus de temps en temps, j'y recrois. On verra. En tout cas, la situation est quand même moins pourrie en France. Hein. Est quand même un petit peu moins pourrie en France. Mais on verra ce qui se fait. En attendant, si vous regardez cette VOD sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner. Peut-être qu'à la fin, on sera suffisamment fort, nous, la gauche de rupture, pour aller faire une contre-proposition et gagner face à Javier Milei. Mais en vrai, je suis pas sûr. Et moi, j'ai l'impression que ce discours anti-État et anti-impôt, à partir du moment où plein de gens se présentent comme étant anti-système parce qu'ils veulent baisser les impôts, j'ai l'impression que ce truc-là est redoutable, en fait. Et que ce discours libertarien, en fait, marche assez bien. Parce que derrière ce discours libertarien, plein de gens prennent ça comme un rejet du pouvoir en place, en fait. Ils se disent, moins d'impôts, c'est moins d'État, le problème, c'est l'État. Point à la ligne. Et j'ai l'impression que Javier Milei, en fait, ce truc-là est plus redoutable que nous autres, les gauchistes, on veut le penser. Ouais, c'est une espèce de producérisme, comme dit Michel Ferrer, tout à fait. En mode l'État, c'est des parasites. La dépense publique, en fait, c'est pour aller donner de l'argent des bons travailleurs à des parasites. J'ai l'impression que ce truc-là est trop puissant, en fait. Et que même en France, on va se faire baiser par ça à un moment donné, quoi. Et donc peut-être c'est aussi à nous, la gauche, de muscler notre jeu et d'avoir un discours économique vénère, quoi. Vénère. Aussi vénère que les libertariens en face. Excusez-moi, parce que je veux dire, vous voyez, les libertariens, ils ont un discours qui est quand même vénère. Ils ont quand même un discours. C'est pas juste, oh là là, il faut baisser un peu les impôts. C'est dire, non, il faut supprimer tous les ministères, les impôts, c'est de la merde. Ils ont un discours qui va franchement, quoi. Et ça marche, et ça fonctionne. Donc peut-être que nous autres, la gauche, on devrait muscler notre jeu sur les propositions économiques et sur le discours fiscal, quoi. Et au lieu de dire taxe Zuckman, machin bidule, il faudrait vraiment, ou en tout cas avoir une formation à gauche qui, sur l'économique, muscle son jeu et se disent, bah, face à l'offensive libertarienne anti-impôt, qui peut être très très vénère, hein, quand tu vois Javier Milei ou quand tu vois certains en France, qui sont d'ailleurs les relais de Milei, qui sont sur une idéologie ultra-libérale, peut-être qu'il faut aussi muscler notre discours fiscal et économique à gauche, en réaction à ça. Parce que là, vraiment, c'est au grand mot les grands remèdes à un moment donné. Je veux dire, en face, ils sont en train de dire il faut tout privatiser, il faut faire baisser toutes les dépenses d'État de manière ultra vénère, et ça a l'air de fonctionner. Donc, juste être en mode taxe Zuckman, rien que ça, il faut peut-être aller encore plus loin. Ils sont en train d'ouvrir la fenêtre d'Overton économique bien à droite, on peut voir ça comme ça, bien du côté de l'ultralibéralisme, et j'ai bien peur que en Occident, les années à venir voient l'émergence de cette espèce de droite ultralibérale, anti-impôt, à l'échelle de tout l'Occident, quoi. J'ai bien peur que tout ça prenne plus que nous autres gauchistes, on ne le pense, quoi. Donc, que faire en face? Peut-être muscler notre jeu sur les questions économiques. Je dis bien sur les questions économiques et fiscales, déjà. Y aller franchement, quoi. En mode, ah ouais? Vous voulez réduire les impôts à ce point? Vous pensez que le problème, c'est les impôts de manière générale? Vous voulez vivre dans un monde et dans un pays où l'État n'a quasiment plus de place économiquement?
Peut-être que face à ça, il faut dire non, tout nationaliser et faire des grands plans quinquennaux, quoi. Être en mode genre non, au contraire. Peut-être qu'il faudra arriver et dire quoi? Moi, je veux 80% de points de PIB en dépenses publiques et 80% en bénéfices. Y arriver, mettre les pieds dans le plat, franco. Dire non, on s'en bat les couilles. Moi, je veux 80% de points de PIB en taux de prélèvement obligatoire et 85% en termes de dépenses publiques. Peut-être qu'il faut arriver et vraiment mettre les pieds dans le plat et dire ça. Et peut-être qu'on passera pour des zinzins, mais ça sera l'occasion d'avoir un vrai contre-discours par rapport à l'extrême droite libertarienne, c'est comme ça qu'on va l'appeler. Ou exproprier direct la bourgeoisie, ouais, sinon. Mais là, on parle pas d'impôts. Tu vois ce que je veux dire? Eux, c'est un discours sur les impôts, quoi. Sur la fiscalité. Et là-dessus, j'ai l'impression qu'on va se faire baiser petit à petit et qu'en fait, juste arriver dans un Occident en crise où il y a un rejet du système qui est représenté pour beaucoup par l'État, plus que par les entreprises en réalité, alors que bon, c'est assez différent. Peut-être que c'est un discours qu'on doit avoir fiscalement, avoir un discours de fiscalité confiscatoire assumé, quoi. Être en genre non. Moi, si vous m'élisez à la fin, vraiment, vos salaires vont baisser. Par contre, vous n'aurez plus rien à payer pour la bouffe, vous n'aurez plus rien à payer pour votre logement, tout sera gratuit. Mais du coup, les impôts, ça va piquer. Je sais pas. Peut-être qu'on devrait avoir un discours un peu comme ça, quoi. Je sais pas. Dire, voilà, il faut nationaliser des entreprises et qu'à un moment donné, tout passe par l'État et baisez-vous, quoi. Je sais pas exactement. Mais en tout cas, j'ai l'impression que derrière ce truc de Javier Milei qui se fait réélire, ouais, en vrai, on appellerait ça un peu du communisme. Un communisme, typiquement, un communisme en première phase. Parce que Marx décrit deux phases dans le socialisme, ce qu'il appelle le socialisme plus que le communisme à l'époque. Il décrit deux phases. La première phase, qu'on pourrait appeler la phase de la dictature du prolétariat, c'est le moment donné où l'État devient l'outil de la domination du prolétariat des travailleurs sur la bourgeoisie, au lieu d'être l'outil de domination de la bourgeoisie sur les travailleurs. Vous voyez, ça c'est la première phase où du coup, en gros, ça passerait par une nationalisation, une socialisation massive de toutes les entreprises, mais où l'État aurait un rôle hyper central pour aller un peu réguler toute l'économie et garantir que les profits des entreprises restent dans les mains des travailleurs et pas de la bourgeoisie. Et la deuxième phase, c'est le dépérissement de l'État. Il n'y a même plus besoin de l'État parce que toute l'économie est socialisée. Vous voyez ? Voilà. Mais du coup, une première phase de communisme, ça passerait de fait par ça. On nationalise tout, on socialise tout, mais ça passerait par 80% de taux, prélèvement obligatoire à 80% de points de PIB et dépenses publiques à 80% de points de PIB. Ou quelque chose comme ça. Ça commencerait à être un peu du communisme. Tout passe par l'État. Et tout est redistribué par derrière. Vous voyez ? On a déjà un pied dans le communisme quand on dit ça. Donc pourquoi ne pas peut-être essayer de faire de la propagande communiste en étant carrément, en défendant premier degré une fiscalité confiscatoire face à l'offensive libertarienne? Je sais pas. Peut-être que c'est pas le bon truc à faire, quoi. Mais en tout cas, il y a ça. Derrière cette... Pour moi, il y a deux conclusions derrière cette victoire de Milei. C'est premièrement, ce discours libertarien, il porte, et peut-être qu'on va devoir muscler notre jeu, que la taxe Zuckman, ça sera peu suffisant pour faire une contre-offensive sur les questions fiscales, premièrement. Et deuxièmement, cette victoire se fait sur le rejet de ce que beaucoup qualifient comme le système. Et donc, en vérité, là, c'était le centre-gauche qui était au pouvoir depuis 20 ans. Et je veux dire, voilà. Donc, rejet des partis centristes qui se passent la balle depuis tout le temps, parce que c'est sur ce terrain-là que l'extrême droite fonctionne. Et donc voilà, il faut rejeter tout ça. Et cette contre-proposition de gauche radicale, il faut qu'elle se fasse aussi sur les questions fiscales, sur une ligne musclée. Et peut-être que là, on va pouvoir enfin contrecarrer les plans de cette extrême droite libertarienne qui est en train de prendre de plus en plus de force. Là, on parle de l'Argentine, mais c'est partout pareil en Occident. Voilà, ça sera ma conclusion. Si vous trouvez que c'est intéressant ou pertinent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube.